Chapitre IV de la vampire par Paul Féval. Chapitre IV le cœur d'or. Si la dame aux camélias, cette photographie après décès tirée par Alexandre Dumas fils, le poète charmant et implacable, avait pris passage en temps utile sur un clipper de l'Australian General Company, elle se serait guérie de sa phtisie pulmonaire et figurerait maintenant dans les fêtes du trois quarts du monde en qualité de baronne de n'importe quoi. Elle serait riche terriblement. Elle aurait à ses pieds toutes les illustrations de l'époque et ferait à ses contemporains l'aumône de mémoires en 10 volumes, instructifs, amusants et tout particulièrement propres à former le cœur du XIXe siècle. Il faut une Californie aux prêtresses d'amour, qu'elles soient dames aux camélias de 10 louis ou dames aux giroflées d'1 sou, que l'Eldorado soit le Pérou antique ou la Nouvelle-Galles du Sud. Elles ne toussent plus dès qu'elles s'en vont en guerre, à l'instar de Marlborough, Colomb, Cortés, Pizarre, le capitaine Cook ont découvert et conquis pour elles 2 parties du monde sur 5. M. Benazet a fondé la 6e. Les vites-vous jamais cracher le sang au bruit de l'or remué à la pelle? Ont-elles jamais manqué à aucun tripot, brillant ou humble? Dieu nous préserve de comparer le sordide cabaret d'Ézéchiel aux merveilleux champs d'or qui entourent Melbourne, le Paris océanéen, au romanesque placé de la mer Vermeille, ni même à ce gentil paradis de Bade. Entre les tripots, il y a des catégories. Nous voulons dire seulement que tout tripot, hideux ou magnifique, attira ces dames aux fleurs comme la laine attire les mites. Elles y sont bien, elles s'y portent à merveille. C'est là, évidemment, leur atmosphère propre. Il y avait des dames aux giroflées dans le cabaret du brave Ézéchiel, qui était un tripot. Ce pauvre champ d'or du quai de Béthune attirait les aventureuses de la cité et du faubourg Saint-Marceau, qui venaient voir Midas en guenilles risquer sur une carte sale l'indigente aubaine arrachée au bout de ce pactole pour rire. Ézéchiel seul gagnait à cela un peu d'argent. Que l'histoire de la première épave retirée du fleuve, la bague en diamant, fût controuvée ou authentique, il est certain qu'Ézéchiel en avait très habilement profité. C'était un bonhomme long, maigre, jaune de teint et de cheveux. Il avait la figure plate, le regard insignifiant, le sourire déteint. La ruse en lui se cachait sous une épaisse couche d'innocence. Vous avez tous connu de ces paroissiens, moitié normands, moitié juifs, qui en remontreraient aux Auvergnats eux-mêmes pour la coquinerie. Ézéchiel, avant de passer capitaliste, était pêcheur de son état. Il savait par expérience comment on donne rendez-vous aux poissons en jetant d'avance l'appât abondant à de certaines places. Avait-il préparé ici une place, non point pour les poissons, mais pour les dupes? Cette idée-là n'était encore venue à personne. La seule chose qui étonna dans l'histoire d'Ézéchiel, c'était le rare bonheur avec lequel il avait vaincu les difficultés matérielles qui s'opposaient à l'établissement même de son cabaret. Le quai de Béthune présentait alors comme aujourd'hui un alignement rigide et monumental. Il n'y avait point là de place pour une baraque. De l'autre côté de la pointe, aux environs de l'hôtel Lambert, qui donne son nom maintenant au bain des dames, on trouvait bien quelques masures, mais elles tournaient le dos au lieu consacré déjà par la première trouvaille. Il fallait que le casino fût à proximité de la plage. On ne pouvait mieux choisir que le coin de la rue de Bretonvilliers. Seulement, les 2 coins de cette rue étaient formés par 2 grands diables d'autel aux murs rectangulaires, en pierre de taille, épais comme des remparts. Le vrai miracle pour Ézéchiel, c'avait été d'obtenir la permission d'attaquer un de ces angles et de nicher son bouge dans l'épaisseur de cette noble maçonnerie, comme on voit la larve impudente arrondir sa demeure dans l'aubier sain d'un grand arbre. Ézéchiel avait obtenu cette permission. Le cabaret de la pêche miraculeuse, sorte de caverne irrégulière, s'insinuait en boyau à l'intérieur des bâtiments et ne prenait qu'1 tiers environ de la hauteur du rez-de-chaussée.
Depuis que le marais a pris faveur dans l'industrie, nombre d'hôtels ont du reste suivi cet exemple, ouvrant leurs propres flancs, comme le pélican, non point par charité, mais par avarice. Le sol du cabaret d'Ézéchiel était un peu plus bas que la rue. On y buvait, on y mangeait, on y jouait, on y achetait lignes, hameçons, appâts, gaules, tout ce qu'il fallait, en un mot, pour harponner des poissons, nourris de bagues chevalières. L'hôtel appartenait à un respectable vieillard, m d'Aubremesnil, ancien conseiller au Parlement, qui n'avait point émigré et vivait à Versailles. Il n'y avait d'habité qu'un pavillon, situé au bout d'un grand jardin, et dont l'entrée était rue Saint-Louis, vis-à-vis des communs de l'hôtel Lambert. Ce pavillon avait été loué, quelques mois auparavant, par une jeune dame d'une rare beauté, qui vivait solitairement et s'occupait de bonnes œuvres. Quand notre homme, le patron des maçons du marché neuf, arriva au seuil du bouge à demi souterrain où le brave Ézéchiel était maître après Dieu, il hésita, tant l'aspect de cette caverne était repoussant et obscène. Il y a bien longtemps que Paris a jeté loin de lui ses souillures. Paris, malgré les exagérations de certains peintres à la plume, est une des villes les moins déshonorées de l'univers. Ce qui, à Paris, serait de nos jours une monstrueuse exception, se rencontre à chaque pas dans les plus beaux quartiers de Londres, cette Babylone de la débauche glaciale et de l'ennui impudique. Mais les mœurs de Paris, en 1804, gardaient encore l'effronté cachet du directoire. La lanterne de la pêche miraculeuse n'éclairait bien que le dehors. Au dedans, c'était un demi-jour brumeux, dans lequel grouillaient des nudités à peine voilées. Une demi-douzaine de femmes étaient là, vautrées sur des sofas de bois recouverts de quelques brins de paille, buvant, jouant ou regardant jouer un nombre égal d'hommes appartenant à la classe abandonnée des batteurs de pavés. Ce n'était pas français, à vrai dire, pas plus que les stupides et froides nuits de Paul Niquet ne sont françaises. On peut regarder ces hideuses choses comme des emprunts désespérés faits à la dégradation anglaise. Londres seul est le cadre favorable pour ces horreurs sans rémission, où le vice prend physionomie de torture et où les misérables s'amusent comme on souffre en enfer. À Paris, le vice garde toujours une bonne part de forfanterie. À Londres, la perdition sérieuse et convaincue nage dans la boue naturellement comme le poisson dans l'eau. Quiconque a pénétré de nuit dans les spirit shops de l'ancien quartier Saint-Gilles, ou même dans les gin palaces groupés en foule, en pleine ville fashionable autour de Covent Garden, doit reconnaître la vérité de se dire: à Paris, l'horreur est une mode excentrique. À Londres, c'est un fruit du terroir. Le gardien hésita, pris à la gorge par les exhalaisons fétides qui sortaient de ce souterrain, mais son hésitation ne dura pas. Il était homme à franchir de bien autres barrières. Je sais un autre caveau, pensa-t-il, où l'air est encore plus mauvais. Et il entra, souriant avec mélancolie. Quoiqu'il n'eût, certes, pas l'air d'un grand seigneur par son costume, et qu'un bourgeois bien mis eût regardé avec dédain la grosse étoffe de ses vêtements, il y avait un tel contraste entre sa tenue et celle des habitués de la pêche miraculeuse, que son apparition fit scandale. Il n'était pas sans exemple qu'un honnête homme, excusé par sa passion pour la pêche à la ligne, fût entré de jour chez Ézéchiel, qui tenait, nous l'avons dit, boutique d'engins de toutes sortes. Mais après la nuit tombée, la physionomie de son bouge était si nettement caractérisée que le plus vaillant des badauds eût pris ses jambes à son cou, après avoir jeté un coup d'œil à l'intérieur. « Voilà un agneau, dit une des giroflées. Un mouton plutôt, riposta un coquin à figure patibulaire, qui tenait les cartes à une partie de foutreau, noble jeu qui est un dérivé de la bouillotte, et dont le nez busqué portait une drogue ou pincette de bois crânement posée de travers. Un vieux mouton, et dur. Voyez voir à lui, Ézéchiel. Ézéchiel n'avait pas besoin qu'on le mît en arrêt. C'était un chien de race. Il vint au-devant du gardien la pipe à la bouche et d'un air mauvais.
que vous faut-il, citoyen demanda-t-il. Du vin, répondit le patron, qui s'assit. Ézéchiel prit un air insolent. Mon vin n'est pas assez bon, dit-il, pour un monsieur de votre sorte. Les femmes éclatèrent de rire, les hommes s'écrièrent: le rentier s'est trompé de porte. Le patron ôta son chapeau, qui n'était pas neuf, et le posa sur la table. Comment dire cela? Il y avait bien en effet du rentier dans l'aspect de ce crâne à demi dépouillé que le regard débonnaire de deux grands yeux bleus marquait au sceau d'une sorte de candeur, mais il y avait aussi autre chose. Le mouton avait je ne sais quoi du loup. Les attaches de son cou se dégageaient selon de grandes lignes, ses mouvements étaient larges et souples. Malgré les allures placides qu'il affectait, on découvrait en lui je ne sais quoi qui annonce le découplement des muscles et fait les athlètes. Les hommes se sentirent mal à l'aise sous son regard, et les femmes cessèrent de railler. Donne ton vin tel qu'il est, l'ami, dit-il à Ézéchiel, et fais vite, j'ai soif. Le cabaretier, cette fois, obéit en grondant. Quand il revint avec la demi-pinte d'étain pleine et le verre humide, princesses et coquins avaient repris le cours de leurs ébats. L'ami, lui dit le gardien, en touchant du pied une escabelle, asseyez-vous là, que nous causions tous deux. Croyez-vous que j'ai le temps de causer commença Ézéchiel. Je ne sais pas si vous avez le temps, l'ami, et peu m'importe. J'ai besoin de m'entretenir avec vous. Prenez ce siège. Si je ne veux pas, cependant, fit le cabaretier. Si vous ne voulez pas, l'interrompit le patron en se versant rasade, nous traiterons tout haut un sujet dont vous aimeriez mieux parler tout bas. Il but, Ézéchiel s'assit. Le fait est, reprit tranquillement le patron, que votre vin est détestable. Combien cela vous a-t-il coûté, l'ami, pour obtenir permission de déshonorer l'encoignure de l'hôtel d'Aubremesnil? Ézéchiel baissa ses gros sourcils, derrière lesquels un éclair s'alluma. Et quel cimetière avez-vous profané, poursuivit le patron, pour donner tant de chair morte aux poissons, ici près, car vous n'êtes pas un tigre, l'ami, je vous connais, vous n'êtes qu'un chacal. La colère du cabaretier combattait une évidente terreur. Ces deux sentiments se traduisaient par la contraction de ses traits et par la pâleur de ses lèvres. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Je suis, répliqua le gardien, l'homme qui va et vient, la nuit, sur la rivière. Je n'y cours pas le même gibier que vous. Nous nous sommes rencontrés le soir où vous devîntes riche. »« Ah » fit Ézéchiel, « c'était vous » Il ajouta d'une voix sourde, « Il y avait aussi une morte dans votre bateau. » Le gardien inclina gravement la tête, en signe d'affirmation. Puis il tira de sa poche une pièce de 6 livres qu'il déposa sur la table. « Je ne suis pas riche, l'ami, dit-il, et je ne vous veux point de mal. Je sortirai de chez vous comme j'y suis entré, si vous me faites savoir le nom de la femme qui vous paye. Vous n'êtes qu'un aveugle instrument. Aucun malheur ne vous arrivera par moi. » Le cabaretier avait courbé la tête. Il recula tout à coup et saisit son escabelle par un pied pour la brandir au-dessus de sa tête. « À moi, les fils !» s'écria-t-il. « Celui-là est un agent de Cadoudal. Il venait ici acheter du monde pour tuer le premier consul. Sa tête vaut cher. Gagnons la prime. » Cette accusation, si absurde qu'elle puisse paraître, et surtout si complètement étrangère au sujet de l'entretien qu'elle interrompait, ne doit point surprendre. Chaque moment a son cheval de bataille. Nous avons vu dans Paris certaines heures où le premier venu aurait pu tuer un passant en l'accusant d'avoir jeté de la poudre de choléra dans la Seine. Les habitués de la pêche miraculeuse bondirent sur leurs pieds et s'élancèrent pour barrer le chemin de la porte. Le patron eut un sourire. « Ce n'est pas là ma route, » murmura-t-il. Il se leva à son tour et remit avec beaucoup de sang-froid son chapeau à larges bords sur sa tête. « L'ami, reprit-il en gagnant la table où tout à l'heure on jouait, tu as trouvé là une assez bonne rubrique. Mais tu ne sais pas à qui tu as affaire, et il faut quelque chose de plus fort encore pour me mettre dans l'embarras. Fais place. » En parlant, il avait pris à la main la lampe qui était sur la table.
comme le cabaretier levait son escabelle, il l'écarta d'un seul revers de la main qu'il avait libre, et passa. Le cabaretier fit quelques pas en chancelant, et ne s'arrêta qu'en heurtant la muraille. Une rude poigne, dirent ces dames avec admiration. Les hommes s'armaient de tout ce qu'ils rencontraient sous leurs mains. Plusieurs avaient des couteaux. Ézéchiel grondait. Si vous abattez ce chien enragé, vous aurez son pesant d'or à la police. Le patron, pendant cela, tenant toujours sa lampe haute, s'était rendu tout au fond du cellier. Il y avait là quelques engins de pêche, des filets neufs roulés en paquets et des bottes de Gaules. Il jeta de côté les Gaules, sans trop se presser, et découvrit une porte qu'il éprouva du pied. La porte céda, elle s'ouvrait en dehors et n'était point fermée. Au couteau! S'écria Ézéchiel, qui s'élança bravement. Celui-là en a trop fait, il ne sortira pas vivant d'ici. Le patron se retourna juste au moment où le cabaretier, bien accompagné du reste, arrivait sur lui. La lampe éclairait sa figure si extraordinairement calme qu'il y eut un temps d'arrêt dans le mouvement des assaillants. Le patron tendit la lampe à Ézéchiel, qui la reçut d'un geste machinal. J'ai vu ce que je voulais voir, dit-il, et j'ai gagné ma journée. C'est un fou, s'écria une femme, prise de pitié à le voir ainsi souriant et sans défiance. Fermez la porte de la rue, ordonna Ézéchiel, et finissons la besogne. Là, là, fit le patron, qui prit une gaule et la brisa sur son genou, juste à la longueur qu'il fallait pour une canne de combat. Je vous dis que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Son sourire s'anima, et une lueur éclata dans ses yeux. Au moment même où la porte de la rue se fermait, le patron fut attaqué de 3 côtés à la fois, par Ézéchiel, qui, soulevant son escabelle à 2 mains, lui en déchargea un coup sur la tête, et par 2 bandits déguenillés, dont l'un lui lança au flanc un coup de couteau donné à bras raccourcis, tandis que l'autre lui plantait son bâton dans l'estomac. Ce fut une transfiguration. Toute la personne du patron prit un admirable caractère de jeunesse et de crânerie. Sa taille se développa, sa poitrine s'élargit, son front s'illumina. Nul ici n'aurait su dire comment les 3 attaques furent parées. C'est à peine si la tête du patron s'inclina un peu à gauche pour laisser passer l'escabeau, tandis que sa moitié de Gaule décrivait 2 demi-cercles, dont l'un fit sauter en l'air le bâton, dont l'autre brisa net le poignet qui tenait le couteau. Le blessé poussa un hurlement de douleur et de rage. « Et veillez à ce que la lampe ne s'éteigne pas, » dit gaiement ce diable de patron. « Je n'y verrai plus à vous corriger avec délicatesse. Ce serait tant pis pour vos crânes. » Ézéchiel s'était mis bravement au dernier rang. Il s'arma d'une gaffe emmanchée de long et compta de l'œil ses soldats. « La Meslin !» s'écria-t-il. « Le coquin a estropié ton homme. Pour la vie. Il faut que les femmes s'en mêlent. S'il n'était pas si maigre, je vous dirais que c'est Cadoudal en personne. Je parie ma tête à couper qu'on le payera 1000 écus à la préfecture. Prenez les tisons du foyer, mes mignonnes. Brûlons-le, quand on devrait mettre le feu à la maison. » La Meslin était une grande femme, solidement bâtie, qui déjà s'agenouillait auprès de son homme terrassé. Elle se releva et bondit comme une lionne vers l'âtre où la marmite bouillait. « Brûlons le gueux! Brûlons-le » Les hommes s'écartèrent, serrant leurs couteaux et leurs gourdins, semblables à l'infanterie qui attend la besogne faite des canonniers pour se ruer à la charge. Le taudis s'emplit de fumée et de flammes. Les 6 mégères secouaient leurs brandons. Le patron fit un saut de côté qui évita le brûlant projectile lancé par la Meslin à bout de bras. La terrible canne décrivit une demi-douzaine de cercles, et pendant une longue minute, ce fut à l'intérieur du bouge un indescriptible tohu-bohu, des cris, des chocs, des blasphèmes, des chutes, des grincements de dents, et un coup de pistolet. La minute une fois écoulée, voici quel était l'état de la question. Notre singulier ami, le patron des maçons du marché neuf, se tenait debout au beau milieu de la chambre, où les tisons éparpillés fumaient de tous côtés. Il avait du noir à la joue droite, et le revers de sa houppelande était largement brûlé,
mais on ne lui voyait aucune blessure sérieuse. Au fond du taudis, les filets commençaient à flamber, atteints qu'ils avaient été par les éclats de braise. ézéchiel n'avait plus sa gaffe emmanchée de long, dont les morceaux jonchaient le sol. En revanche, il portait au front une magnifique bosse d'un violet sanguinolent et sa bouche édentée crachait rouge. L'homme de la meslin se roulait dans la boue, tenant encore à la main un pistolet déchargé. Ses cheveux crépus n'avaient pas défendu son crâne, qui portait une large fêlure. Les autres bandits se tenaient à distance, et les femmes épouvantées étaient pelotonnées dans un coin, sauf la meslin, qui essayait de soulever la tête fendue de son amant. Il n'y avait pas eu une seule parole échangée entre l'assiégé, seul de son bord, et le troupeau des assaillants. En ce moment, l'assiégé, qui avait perdu l'éclair fulgurant de ses yeux, et qui semblait aussi calme que s'il eût été flânant dans le jardin du Palais-Royal, mit sa canne sous son bras et plongea sa main dans sa poche. « C'est le diable !» grommela Ézéchiel. « Vous êtes 10 contre 1 !» rugit la meslin, qui se releva ivre de rage. « Attaquons-le tous ensemble, et mon homme sera vengé !» Elle s'interrompit en un cri étouffé. Le couteau qu'elle avait ramassé à terre s'échappa de ses mains. « Ah !» fit-elle en attachant sur le patron un regard stupéfait. « C'est bien pis que le diable ! Comment ne l'ai-je pas reconnu ? C'est monsieur Gâteloup !» Ce nom de Gâteloup, répété dans tous les coins du cellier, forma un long murmure. L'amant de la meslin rouvrit les yeux et regarda. Le patron avait retiré sa main de sa poche et nouait tranquillement à sa boutonnière l'objet qu'il avait fait reconnaître. Au premier aspect, cela semblait donner raison aux accusations d'Ézéchiel, car les chouans de Bretagne portaient un objet pareil comme signe de ralliement à leur chapeau ou sur leur poitrine, et Georges Cadoudal devait en avoir un dans sa poche. Mais bien avant les chouans de Bretagne, la frérie des maîtres en fait d'armes parisiens avait consacré ce signe que professeurs et prévôts portaient au côté gauche de leur plastron. C'était un cœur brodé d'or et encadré dans une rosette de rubans écarlates. Chaque maître y ajoutait un signe distinctif, qui était en quelque sorte un blason et qui disait son nom aux initiés. Or, si le patron des maçons du marché neuf était, sous son espèce de bon bourgeois, une célébrité de quartier, recevant des coups de chapeau depuis le palais de justice jusqu'à l'hôtel de ville, sous un autre aspect, comme combattant des bagarres révolutionnaires, comme sauveteur, comme entraîneur ou modérateur du peuple, Gâteloup était une gloire universellement acceptée, surtout dans la classe pauvre. Les bons l'admiraient et l'aimaient, les méchants le redoutaient. Dans le danger, autrefois, lors des batailles civiles, où il avait joué un rôle à la fois terrible et bienveillant, il se faisait reconnaître à l'aide de son écu de maître d'armes. Un cœur d'or dans un nœud de faveur rouge, où 2 raies noires, largement accusées, marquaient une croix de Saint-André. Cela signifiait « Je suis Jean-Pierre Sévérin, dit Gâteloup ». Comme jadis les fleurs de lys d'or sur champ d'azur disaient « Bourbon », les macles accolés « Rohan », et les 16 alérions d'azur cantonnant la croix de gueule en champ d'or « Montmorency ». Dans les luttes antiques, il n'y avait aucune honte pour l'homme brave à se retirer devant un plus fort. Le char d'Achille traversait les batailles sans rencontrer devant soi d'autres ennemis que les myopes qui ne reconnaissaient pas assez vite le flamboyant bouclier présent d'Hippodamie. Les coquins rassemblés au cabaret de la pêche miraculeuse n'étaient nullement imbus de préjugés chevaleresques. Il n'y eut pas une seule main pour garder une arme, et la meslin dit en montrant son homme: « Ah, citoyen Gâteloup, c'est encore de la reconnaissance qu'on vous doit, car si vous aviez voulu, vous ne me l'auriez pas assommé à demi. » « C'est vrai, ma fille, » répliqua le patron, « et si j'ai mis mon nom à ma boutonnière, c'est que la peur m'a pris de vous assommer tous. Éteins le feu, Ézéchiel. Vous autres, faites-moi place. » 2 ou 3 seaux d'eau lancés à la volée sur les filets qui allaient se consumant lentement firent l'affaire.
Ézéchiel, le sourire aux lèvres, s'était rapproché du vainqueur. Celui-là devait être un damné scélérat, car il cachait sa rancune sous un air obséquieux et caressant. Mon bon maître, dit-il, ça nous perd la tête de penser qu'il y a un homme dans Paris qui veut tuer le citoyen Bonaparte. Moi qui vous parle, je vois partout le traître Cadoudal. Et quant à ce qui est de la porte du fond, là-bas, elle mène tout uniment à la cave où je tiens mon pauvre vin que vous trouvez si mauvais. Le patron lui mit la main sur l'épaule, et Ézéchiel fut sur le point de s'affaisser, comme si on l'eût chargé d'un poids trop lourd. Ne me faites point de mal, murmura-t-il. Écoute, l'interrompit le patron, es-tu homme à répondre franchement et honnêtement aux questions qu'on te fera? Quant à ça, mon maître, s'écria Ézéchiel, demandez à tout le monde, je n'ai que trop de franchise. Le cœur sur la main, toujours. Ah, si j'avais eu un tantinet de malice, mon affaire serait depuis longtemps dans le sac. C'est pour une dame que tu travailles? Prononça tout bas le patron. Pour une dame? Répéta Ézéchiel. Voilà une idée. Puis il ajouta en clignant de l'œil d'une façon confidentielle. Eh bien, oui, là. On ne peut rien vous cacher, mon maître. C'est pour une dame. Et nous essayons de nouer un fil à la patte des scélérats qui veulent tuer le premier consul. Est-ce défendu? La main du patron pesa plus lourde sur son épaule, mais à ce moment, une éclatante et joyeuse clameur passa au travers de la porte de la rue. Aubaine! Aubaine! criait-on. Ouvrez, citoyen Ézéchiel! Il y a eu pêche miraculeuse! Et bonne chasse! ajoutèrent d'autres voix qui semblaient plus lointaines. Nous apportons la marée, dirent les pêcheurs. Et nous le gibier, firent les chasseurs. Ouvre, Ézéchiel, mais ouvre donc, vieux drôle. Faut-il ouvrir, mon bon maître? demanda le cabaretier, en adressant au vainqueur de la lutte récente une œillade respectueuse et soumise. Celui-ci fit un geste de consentement. La porte roula sur ses gonds, et une compagnie nombreuse entra, chargée de butin. Ils étaient 4 d'abord, 4 forts lurons, pour porter un tout petit panier où il y avait bien une 50aine de goujons. Ensuite venait l'heureux propriétaire du mannequin de paille. En 3e lieu, 2 gamins soutenaient triomphalement une vieille culotte, dans la poche de laquelle on avait trouvé une pièce de 6 liards. Voici la pêche, cria-t-on. Ferme boutique, Ézéchiel, il n'y a plus rien dans la rivière. Je sais bien qui me joue ces tours-là, répondit le cabaretier avec mélancolie. Ce sont les ennemis du premier consul. Il fut interrompu par un autre flot qui arrivait clamant. Voici la chasse. Ceux-là apportaient sur des cannes à pêche, disposées en brancard, une pauvre belle enfant, évanouie ou morte. Quand la lueur de la lampe tomba sur son visage livide, mais toujours charmant, le patron des maçons du marché neuf poussa un grand cri qui était un nom. Angèle! Fin du chapitre 4. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 5 de la vampire par Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5 la borne. Aux premières lignes de cette histoire, nous avons vu un jeune homme élégant et beau, longeant seul le quai de la Grève. Puis, derrière lui, une charmante jeune fille, seule aussi, et qui semblait le suivre de loin. Puis, enfin, un vieil homme, habillé bourgeoisement, mais campé à la noble, qui avait l'air de suivre les deux. Dans le courant de notre récit, nous avons appris le nom du jeune homme, René de Kervoz, et le nom de la jeune fille, Angèle. Quant aux vieux bourgeois, ceux qui ont lu le premier épisode de cette série, La Chambre des Amours, le connaissaient dès longtemps. Après la scène mystérieuse et presque muette qui eut lieu, vers la tombée de la nuit, dans l'église de Saint-Louis-en-l'Île, entre cette blonde éblouissante qu'on appelait madame la comtesse, l'allemand Ramberg, René et l'abbé Martel, scène dont l'apprenti médecin Germain Patou, d'un côté, et Angèle de l'autre, furent les témoins silencieux, René de Kervoz sortit le premier. Angèle le suivit aussitôt, comme elle l'avait fait depuis la place du Châtelet.
Elle semblait bien faible. Son pas lent et pénible chancelait, mais ces pauvres coeurs blessés ont un terrible courage. Il n'était pas nuit tout à fait encore, quand René de Kervoz, sortant par la porte latérale, s'engagea dans la rue Poultier. Au lieu de tourner vers le quai de Béthune, comme devaient faire plus tard Germain Patou et le patron, il remonta vers la rue Saint-Louis. Sa marche était lente aussi et incertaine, mais ce n'était pas faiblesse. Ceux qui le connaissaient, et qui l'eussent vu en face à cette heure, auraient remarqué avec étonnement le rouge ardent remplaçant la pâleur habituelle de sa joue. Ses yeux brûlaient sous ses sourcils violemment contractés. Angèle, pauvre douce enfant, avait grandi entre deux cœurs simples et bons, son père d'adoption et sa mère, les deux seuls amis qu'elle eût au monde. Elle ne savait rien de la vie. Elle ne voyait point le visage de René. Par conséquent, elle ne pouvait lire le livre de sa physionomie. Mais sait-on où elles prennent cette seconde vue? Il y a une admirable sorcellerie dans les cœurs malades d'amour. Ce qu'elle ne voyait pas, Angèle devinait. La passion qui bouleversait les traits de René de Kervoz avait dans l'âme d'Angèle comme un écho douloureux et navré. Elle ne songeait pas à elle-même. Sa pensée était pleine de lui. Souffrait-il? Parfois c'est le bonheur qui écrase ainsi. Elle avait presque aussi grande frayeur de la souffrance que du bonheur. Et pourtant, d'ordinaire, c'est le bonheur seulement que redoute la jalousie des femmes. Mais Angèle n'était pas encore une femme tout à fait. Les jeunes filles aiment autrement que les femmes. Angèle tenait le milieu entre la femme et la jeune fille. René tourna le coin de la rue de Saint-Louis et se dirigea vers le retour du quai d'Anjou, qui faisait face à l'île Louviers. Ce n'était pas la première fois qu'Angèle suivait René. Elle avait le droit de le suivre, si la plus sacrée de toutes les promesses, ce contrat d'honneur liant l'homme à la pure enfant qui s'est donnée, confère un droit. Angèle était pour tous la fiancée de René de Kervoz. Elle était sa femme devant Dieu. Jamais elle n'en avait tant vu qu'aujourd'hui. Ce qu'elle soupçonnait, depuis longtemps peut-être, lui entrait dans le cœur, ce soir, comme une certitude amère. René aimait une autre femme. Non point comme il l'avait aimée, elle, doucement et saintement. Oh, que de bonheur perdu! René aimait l'autre femme avec fureur, avec angoisse. À moitié chemin de la rue Poultier, au retour oriental du quai d'Anjou, un mur monumental formait l'angle de la rue Bretonvilliers, à l'autre bout de laquelle était le cabaret de la pêche miraculeuse. Le pâté de propriétés, compris entre les deux rues, formait la pointe est de l'île. Il se composait du pavillon de Bretonvilliers et de l'hôtel d'Aubremesnil, avec leur jardin. Ces deux habitations, séparées seulement par une magnifique avenue, appartenaient au même maître, l'ancien conseiller au Parlement dont il a été parlé. Outre ces demeures nobles, il y avait quelques maisons bourgeoises ayant façade sur rue. Le pavillon de Bretonvilliers, qui n'était autre chose que le pignon d'un très vieil hôtel, sorte de manoir, contemporain peut-être de l'époque où l'île était encore la campagne de Paris, s'enclavait dans le mur et faisait même une saillie de plusieurs pieds sur la voie, ce qui motiva plus tard sa démolition. Il n'avait que 2 étages. Le premier à 3 fenêtres de façade, le second, beaucoup moins élevé, à 5. Le tout était surmonté d'une toiture à pic. Il n'existait point d'ouverture au rez-de-chaussée. On y entrait par une porte percée dans le mur, à droite de la façade, et donnant dans les jardins. Ce fut à cette porte que René de Kervoz frappa. Un aboiement de chien, grave et creux, qui semblait sortir de la gueule d'un animal géant, répondit à son appel. Une femme âgée et portant un costume étranger vint ouvrir. Elle barra d'abord le passage à René, lui disant « Les maîtres sont absents ». René lui répondit, donnant à ces 2 mots latins la prononciation magyare « Salus Hungariae ». La vieille femme le regarda en face et sembla hésiter. « Introi, Domine », dit-elle enfin, également en latin prononcé à la hongroise.
sub auctoritate dominae me. Entrez, monsieur, sous l'autorité de ma maîtresse. La porte se referma. Un coup de fouet retentissant mit fin aux aboiements du gros chien. Angèle était trop loin pour voir ou pour entendre. Quand elle arriva devant la porte, tout était silence à l'intérieur. Elle s'arrêta, immobile, affaissée comme la statue du découragement. Elle ne pleurait point. L'idée ne lui vint pas de frapper à cette porte. Pourquoi était-elle venue, cependant? Hélas, elles ne savent pas, ces pauvres blessées. Elles vont pour glisser un regard tout au fond de leur malheur, mais non point pour combattre. Quand l'idée de combattre leur vient, elles poussent presque toujours la vaillance jusqu'à la folie. Mais l'idée de combattre leur vient le plus souvent trop tard. Elles doutent si longtemps elles se cramponnent à la chère illusion de l'espoir. Angèle resta pendant de longues minutes debout en face de la porte, le cœur oppressé, les yeux fermés à demi. Aucun bruit ne venait du dedans. Le dehors était également silencieux, car la nuit s'était faite, et le pas des allumeurs de lanternes avait cessé de se faire entendre. Un seul murmure, confus et intermittent, venait du côté du quai de Béthune, où le cabaret de la pêche miraculeuse restait ouvert. En face de la porte par où René avait disparu, au coin d'une maison dont toutes les fenêtres étaient noires, et qui semblait inhabitée, comme la plupart des demeures dans ce triste quartier, il y avait une borne de granit, cerclée de fer. Angèle s'y assit. De là, on pouvait voir les fenêtres de l'ancien pavillon de Bretonvilliers. Elles étaient noires aussi, énormes de hauteur et bizarrement éclairées par la lune à son lever, qui leur envoyait ses rayons obliques, avant de les laisser dans l'ombre en montant vers le sud. Machinalement, le regard d'Angèle s'attacha sur ces trois gigantesques croisées, derrière lesquelles on devinait des rideaux de mousseline, drapés largement. Elle vit, comme on voit les choses en rêve, un de ces rideaux se soulever à demi et une tête paraître. Les lueurs de la lune n'en éclairaient plus que les reliefs, et c'était si vague. Une jeune tête, une tête bien-aimée, ce front et ce regard qu'Angèle voyait nuit et jour, cette bouche qui lui avait dit « Je t'aime ». Oh, et ce sourire, et ces cheveux si doux qu'un chaste baiser avait mêlés bien souvent avec ses cheveux à elle. René, son âme tout entière, son premier, son unique amour. C'était René, c'était bien René. Pourquoi en ce lieu, et seul? Attendait-il? Qu'attendait-il? La lune tournait. L'ombre accusait davantage ce sourire qui n'existait pas peut-être. Pour Angèle, René souriait, et si doucement. Et, à travers ces carreaux maudits, René la regardait avec tant de tendresse. Cela se pouvait-il? Si René l'avait vu, si René l'avait reconnu, lui dans cette maison, elle dans la rue et sur cette borne, René n'aurait pas souri. Oh, certes. Il était bon, il était noble. Il aurait eu honte et remords et frayeur. Mais qu'importe ce qui est possible ou impossible. À certaines heures, l'esprit ne juge plus. La fièvre est maîtresse. Angèle tendit ses pauvres mains tremblantes vers René et se mit à lui parler tout bas. Elle lui disait de ces douces choses que le tête-à-tête des enfants amoureux échangent et ressassent pour enchanter les plus belles heures de la vie. La mémoire de son cœur récitait à son insu la litanie des jeunes tendresses. Comme elle aimait, comme elle était aimée! Et se peut-il, mon Dieu, qu'on manque à ces serments qui jaillirent une fois d'une âme à l'autre pour former un indissoluble lien? Se peut-il? Car il y avait plus que des serments, et René était noble et bon. Nous l'avons dit déjà une fois. Elle se le répéta 100 fois à elle-même. Elle ne sentait point que ses mains étaient glacées et que ses petits pieds gelaient sur le pavé humide par cette froide nuit de février. Elle savait seulement que son front la brûlait. Un soir, c'était au dernier automne, l'air de la nuit était si tiède et si charmant, je ne sais comment la promenade s'était prolongée le long du quai de la Grève, puis au bord de l'eau, sous ces beaux arbres qui allaient jusqu'au Pont Marie.
Il y avait là des fleurs et de l'herbe autour de la cabane de l'inspecteur du halage. René voulut s'asseoir. Il était faible alors et malade. Angèle étendit pour lui son écharpe sur le gazon. Elle se mit près de lui, si jolie et si belle que René avait des larmes dans les yeux. Il lui dit: si tu ne m'aimais plus, je mourrais. Elle ne répondit point Angèle, parce que la pensée ne lui venait même pas que son René pût cesser de l'aimer. Ce fut une chère soirée, dont le souvenir ne devait jamais s'effacer. Tout à l'heure, en passant sur le pont Marie, Angèle avait reconnu les grands ormes. Et maintenant, parlant tout bas comme si René eût été auprès d'elle, Angèle disait à son tour: si tu ne m'aimais plus, je mourrais. La lune avait tourné, laissant dans l'ombre la façade du vieux pavillon de Bretonvilliers. Il était impossible de voir la silhouette de René à la grande fenêtre, et pourtant Angèle la voyait encore. Sur ce fond noir, elle devinait une forme adorée. Seulement, René ne souriait plus. Il avait le visage triste, ému, amaigri, comme ce soir de la promenade au bord de l'eau, et il semblait à Angèle que la distance disparaissait. Elle montait, il descendait. Tous deux s'appuyaient à l'antique balcon, l'un en dedans, l'autre en dehors, et ils échangeaient de murmurantes paroles entrecoupées de longs baisers. Tout à coup, Angèle tressaillit et s'éveilla, car ceci était un véritable rêve. La façade noire changeait d'aspect. Deux des grandes fenêtres s'éclairaient vivement. Angèle ne s'était point trompée. La silhouette de René trancha en sombre sur ce fond lumineux. Il était là. Il n'avait pas quitté la fenêtre. Un cri s'étouffa dans la poitrine d'Angèle, parce qu'une autre silhouette se détachait derrière celle de René. Une forme féminine, admirablement jeune et gracieuse, qu'Angèle reconnut du premier regard. La femme de l'église Saint-Louis, murmura-t-elle en portant ses deux mains à sa poitrine qui haletait. Toujours elle. Elle essaya de se lever et ne put. Elle aurait voulu s'élancer et défendre son bonheur. Parmi la confusion de ses pensées, une idée, cependant, se fit jour. La porte ne s'est pas rouverte depuis le passage de René, se dit-elle, et cette femme n'a pu le précéder ici, puisqu'elle est sortie de l'église, accompagnée. Par où est-elle entrée? L'ombre féminine dessinée avec netteté par la lumière qui l'éclairait à revers portait sur le rideau transparent. On voyait sa taille déliée et les détails légers de sa coiffure où le jour semblait jouer entre les boucles mobiles de ses cheveux. Ses cheveux, dit encore Angèle, ses cheveux blonds. Jamais il n'y en a eu de pareils. Je crois distinguer leur reflet d'or. Elle est trop belle. Oh, René, mon René, ne l'aime pas. On ne peut pas avoir deux amours. Si tu ne m'aimais plus, je mourrais. Sur le rideau révélateur, deux mains se joignirent. Angèle se redressa, galvanisée par sa terrible angoisse. Mais avant de mourir, fit-elle, je combattrai. Je suis forte, j'ai du courage. Et qui donc l'aimera comme moi? Il est à moi. Elle s'affaissa de nouveau sur la borne. Autour de la fine taille, là-haut, un bras galant venait de se nouer derrière les rideaux de mousseline. Angèle balbutia encore. Je suis forte. Je combattrai. Mais elle chancelait, et sa gorge râlait. Ses deux mains glacées pressèrent son front. C'est un rêve affreux, dit-elle. Je veux m'éveiller. Sa voix s'étrangla dans son gosier. Les deux ombres tournaient sur le rideau et présentaient maintenant leurs profils, deux profils jeunes et charmants. Une douleur navrante étreignit la poitrine d'Angèle. Elle eut l'angoisse de l'attente, car ce fut lentement, lentement, que les deux bouches se réunirent en un étroit et long baiser. Angèle tomba comme une masse inerte sur le pavé. Du capuchon détaché de sa mante, ses cheveux dénoués s'échappèrent et ruisselèrent, des cheveux plus beaux, plus brillants, plus doux que ceux de l'enchanteresse elle-même.
La silhouette de femme se retira la première et s'enfuit, tandis qu'un retentissant éclat de rire passait à travers les carreaux. L'ombre de rené se prit à la poursuivre. Puis la troisième fenêtre de la façade s'éclaira brillamment tout à coup. Les deux ombres y passèrent entrelacées et disparurent. Mais Angèle ne voyait plus rien de tout cela. Son pauvre corps inerte s'étendait tout de son long. Entre son front et le pavé, il n'y avait que ses cheveux épars, ses pauvres cheveux. Une demi-heure après seulement, un groupe de fainéants quittant la berge du quai de Béthune passa. Aucune ombre ne se dessinait plus aux carreaux du vieux pavillon de Bretonvilliers. Les fainéants qui revenaient de la pêche avec leurs paniers vides rencontrèrent le corps d'Angèle. La chasse valait mieux que la pêche. Au cou d'Angèle, il y avait une croix d'or, présent de René de Kervoz. Les fainéants eurent d'abord la pensée de se battre à qui aurait la croix d'or, puis il fut convenu qu'on irait au cabaret d'Ézéchiel, lequel, étant un peu juif, pourrait estimer le bijou et l'acheter comptant pour faire le partage. Ils avaient compté sans le patron des maçons du marché neuf, m Jean-Pierre Sévérin, dit Gâteloup. Celui-ci se dépouilla de sa houppelande pour en envelopper les membres glacés de la jeune fille. D'après son ordre, que nul ne songea à discuter, 4 porteurs prirent une civière où Angèle fut déposée sur un matelas. Puis le patron commanda « En route !» Et les porteurs se mirent en marche, sans même s'informer du lieu où on les conduisait. Décidément, ce soir, au quai de Béthune, la chasse ne valait pas mieux que la pêche. Quand la Meslin eut emmené son homme tout endolori, et que les coquins des deux sexes furent partis, Ézéchiel barricada sa porte. Il était soucieux, ce brave garçon, et d'assez mauvaise humeur. En éteignant la magnifique lanterne qui faisait la gloire de son établissement et du quartier, il se disait « C'est un jeu à se faire rompre les os. Voilà déjà un gaillard qui a deviné la farce. Si on savait une fois que tout cela est pour détourner les chiens et cacher le trou de la vampire !» Il frissonna et regarda tout autour de lui. « Chaque fois que je prononce ce nom-là, grommela-t-il, j'ai la chair de poule. Je n'y crois pas, mais c'est égal. Il doit y avoir quelque chose. Et j'aimerais voir, moi, la mine qu'elles font, ces bêtes-là, quand on leur enfonce un fer rouge dans le cœur. Parole, ça doit être drôle. » Il eut un sourire à la fois sensuel et poltron. À coups de pied, il dérangea les filets à moitié brûlés qui encombraient la porte de derrière et l'ouvrit en pensant tout haut « Ce n'est pas facile d'amasser un plein pot de pauvres écus. » Au-delà de la porte, il y avait ce sombre couloir aperçu par le patron et menant à un escalier de pierre. Le couloir, après l'escalier passé, allait en descendant, puis remontait jusqu'à une seconde porte, communiquant avec un vaste jardin. Aussitôt qu'Ézéchiel eut ouvert cette seconde porte, un mugissant aboiement se fit entendre au lointain. Le lecteur aurait reconnu tout de suite la voix du chien géant qui gardait le pavillon de Bretonvilliers. « Tout sent le diable, se dit Ézéchiel, dans le pays d'où ces gens-là viennent. Ce chien a la voix d'un démon. » Il s'engagea sous une sombre allée de tilleuls taillés en charmille qui remontait vers la rue Saint-Louis-en-l'Île. Les aboiements du molosse devinrent bientôt si violents que le cabaretier s'arrêta épouvanté. « Holà, bonne femme Paraxin !» cria-t-il. « Retenez votre monstre ou je lui casse la tête d'un coup de pistolet. » Un éclat de rire cassé partit du fourré voisin et le fit tressaillir de la tête aux pieds. « Le chien est enchaîné, trembleur de français !» fut-il dit par derrière les arbres. « N'aie pas peur. Mais, à propos de pistolet, on s'est battu chez toi, là-bas. Y aura-t-il quelque chose pour nos poissons ?» Avant qu'Ézéchiel pût répondre, une femme grande comme un homme et portant le costume hongrois entra dans une échappée de lumière que la lune faisait dans l'avenue. « Bonsoir, Ézéchiel, » dit-elle dans le français barbare qu'elle baragouinait avec peine. « On ne peut pas te parler latin à toi. Vous autres Parisiens, vous êtes plus ignorants que des esclaves. As-tu quelque chose à nous dire ?»« Je veux voir madame la comtesse, » répliqua le cabaretier. « Madame la comtesse est loin d'ici, » repartit Paraxin, qui s'était approché
et dominait ézéchiel de la tête. Elle a de l'occupation, ce soir. Elle en mange un? demanda le cabaretier, avec une curiosité mêlée d'horreur. La Paraxin fit un signe de tête caressant et répondit: elle en mange deux. Ézéchiel recula malgré lui. La grande femme ricanait. Elle répéta: qu'as-tu à dire? J'ai à dire, répliqua ézéchiel, que tout ça ne peut pas durer. Le monde parle. Il y a des gens sur la trace, et la frime du quai de Béthune est usée jusqu'à la corde. Tout devait être fini voilà 15 jours. Tout sera fini dans 8 jours, l'interrompit la grande femme. L'argent vient. La somme y sera. Ceux qui auront été avec nous jusqu'au bout auront leur fortune faite. Ceux qui perdront courage avant la fin engraisseront les poissons. Est-ce tout? Ézéchiel restait silencieux. À quoi penses-tu? demanda la hongroise brusquement. Bonne femme Paraxin, répondit le cabaretier, je pense à la peur que j'ai. Vos menaces m'effrayent beaucoup, je ne le cache pas, car je vous regarde comme une diablesse incarnée. La hongroise lui caressa le menton bonnement. Mais, poursuivit ézéchiel, je suis plus effrayé encore des dangers qui m'environnent de toutes parts à cause de vous. À quoi me servira-t-il d'avoir gagné beaucoup d'argent si on me coupe le cou? Madame Paraxin lui donna un bon coup de poing entre les deux épaules et lui dit quelques injures en latin. Après quoi, elle reprit d'un ton sérieux: nous avons de quoi détourner l'attention, brave homme, ne t'inquiète pas. Vois-tu cette lumière là-bas? Ils arrivaient au bout de l'avenue, et le pavillon de Bretonvilliers détachait sa haute silhouette sombre sur le ciel. Une lueur brillait au premier étage. Oui, je vois la lumière, répliqua ézéchiel. Mais qu'est-ce que cela dit? Cela dit, mon fils, qu'il y a là un joli jeune homme en train de se brûler à la chandelle. Avec ce papillon, nous avons, si nous voulons, 2 ou 3 semaines de sécurité devant nous. Qui est ce papillon? Le propre neveu de Georges Cadoudal, mon fils, qui va nous vendre, pour un sourire, ou pour un baiser, ou plus cher, le secret de la retraite de son oncle. Fin du chapitre 5. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet, à Copenhague, en décembre 2010. Chapitre 6 de la Vampire par Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 6 la maison isolée. C'était une chambre très vaste et si haute d'étage qu'on eût dit une salle de quelque ancien palais de nos rois. Les tentures en étaient fatiguées et ternes de vétusté, mais d'autant plus belles aux yeux des coloristes, qui cherchent l'harmonie dans le fondu des nuances et qui chromatisent en quelque sorte la gamme contenue dans le spectre solaire pour obtenir leurs savants effets. De telle sorte, par exemple, que le costume d'un mendiant fournit sous leur pinceau des accords merveilleux. La lampe entourée d'un globe en verre de bohême non pas dépoli, mais trouble et imitant la demi-transparence de l'opale, éclairait à peine cette vaste étendue, effleurant chaque objet d'une lueur discrète et presque mystérieuse. On ne pouvait juger ni les peintures du plafond, ni celles des panneaux, coupés en cartouches octogones, selon les lignes régulières mais inégales qui caractérisaient l'époque de Louis XIV. C'est à peine si les dorures brunies renvoyaient çà et là quelques sourdes étincelles. Au-devant de 2 grandes fenêtres, les draperies de lampes dessinaient leurs plis larges et nombreux, sous lesquels tranchaient de moelleux rideaux en mousseline des Indes. L'aspect général de cette pièce était austère et large, mais surtout triste, comme il arrive presque toujours pour les œuvres du Moyen Âge que le XVIIe siècle essaya de retoucher. C'était au carreau de cette chambre et sous la mousseline des Indes qu'Angèle avait vu d'abord le visage de René, au premier rayon de la lune, puis les 2 ombres dont la fenêtre avait trahi l'amoureuse bataille. Maintenant, il n'y avait plus personne. Mais les gaies lueurs qui passaient par la porte entr'ouverte de la pièce voisine, celle qui n'avait qu'une croisée sur la rue et qui s'était éclairée la dernière,
indiquaient la route à prendre pour retrouver ensemble René de Kervoz et la reine des blondes, comme l'appelait Germain Patou, la radieuse pénitente de l'abbé Martel, l'inconnue de l'église Saint-Louis-en-l'Île. La jalousie de celle qui aime profondément ne se trompe guère. Il est en elle un instinct subtil et sûr qui leur désigne la rivale préférée. Angèle avait reconnu le profil de sa rivale sur la mousseline des rideaux, et nous l'avons dit comme cela était, Angèle, dans cette silhouette mobile, avait deviné jusqu'à l'or léger qui frisait en délicieuses boucles sur le front de l'étrangère. Franchissons cependant cette porte entr'ouverte qui laissait passer de joyeuses lueurs. C'était une pièce beaucoup plus petite, et le seuil qui séparait les deux chambres pouvait compter pour un espace de 600 lieues. Il divisait l'Occident et l'Orient. De l'autre côté de ce seuil, en effet, c'était l'Orient, les tapis épais comme une pelouse, les coussins accumulés, la lumière parfumée. Vous eussiez cru entrer dans un de ces boudoirs féeriques où les riches filles de la Hongrie méridionale luttent de magnificence et de mollesse avec les reines des 1001 nuits. Le contraste était frappant et complet. À droite, c'était la roideur mélancolique et un peu moisie du grand siècle. À gauche de la cloison, le luxe voluptueux, la somptuosité demi-barbare de la frontière ottomane s'étalaient comme si en ouvrant la croisée on eût pu voir à l'horizon les minarets de Belgrade, la blanche ville. Dans la première pièce, il faisait froid. Ici régnait une douce chaleur où passaient comme de tièdes courants chargés de langueurs odorantes. La lumière de deux lampes magnifiques, rabattues par deux coupoles de cristal rose, tombait sur une ottomane environnée d'arbustes exotiques en pleine fleur. Il y avait là un jeune homme et une jeune femme, deux belles créatures s'il en fut jamais. La jeune femme demi-couchée sur l'ottomane, le jeune homme assis sur les coussins, à ses pieds. C'étaient bien les deux silhouettes du rideau. René de Kervoz d'abord, qu'Angèle aurait reconnu entre 1000, et quant à la femme, Angèle avait pu, sans se tromper, prendre son profil pour celui de la blonde étrangère. Les traits offraient en effet une parité complète, mêmes yeux, même bouche souriante et hautaine, même dessin de visage, exquise dans sa délicatesse. Seulement, ces admirables cheveux blonds, si vaporeux et si brillants, n'existaient que dans l'imagination d'Angèle. La jeune femme de l'ottomane avait d'admirables cheveux, il est vrai, mais plus noirs que le jais. Il suffisait d'un regard pour voir, malgré l'extrême ressemblance, qu'elle n'était pas notre mystérieuse comtesse de Saint-Louis-en-l'Île. Au moment où nous entrons dans le boudoir, elle touchait justement d'un geste mutin ses adorables cheveux noirs et disait en souriant: je n'aurais jamais cru qu'on pût nous prendre l'une pour l'autre, elle si blonde, moi si brune, et surtout mon beau chevalier breton qui prétend que mon image est gravée dans son âme. René la contemplait avec une sorte d'extase et ne répondait point. Il éleva une gracieuse petite main jusqu'à ses lèvres et savoura un long baiser. Lila, murmura-t-il. Elle se pencha jusqu'à son front, qu'elle effleura, disant: mon nom est doux dans votre bouche. Il y a des souvenirs. Un nuage passa sur le regard de René. Une fois, cette pauvre enfant qui lui avait donné son cœur, Angèle, sa fiancée, lui avait dit: dans ta bouche mon nom est doux comme une promesse d'amour. Il l'avait bien aimée, et la passion qui l'entraînait vers une autre, à présent, avait été combattue par lui comme une folie. Il aimait malgré lui, malgré sa raison, malgré son cœur. Il subissait une irrésistible fascination. Ces choses arrivent comme pour apporter une excuse à ceux qui croient au sort et au charme. Angèle était pieuse. Quelques semaines auparavant, le soir du 12 février, René l'avait accompagnée au salut de Saint-Germain-l'Auxerrois. Pendant qu'Angèle priait, René rêvait, aux joies prochaines de leur union sans doute.
Il y avait une femme agenouillée non loin d'eux. René vit briller 2 lueurs sous un voile. Et je ne sais comment, dans l'ombre où était l'inconnu, un rayon des cierges de l'autel pénétra. René sentit en lui comme une vague angoisse. Son regard revint vers Angèle, qui priait si saintement. Il eut frayeur et remords, et ne fut soulagé que par l'effort qu'il fit sur lui-même pour ne plus tourner les yeux vers l'inconnu. Il sortit avec Angèle et la reconduisit jusqu'à sa porte. Leur logis était voisin. Il la quitta pour rentrer chez lui. Mais il n'aurait point su dire pourquoi il reprit le chemin de l'église. À la porte il hésita, car il comprenait que franchir de nouveau ce seuil, c'était déjà une trahison. D'ailleurs, elle devait être partie. Elle, René entra en se disant « Je n'entrerai pas ». Elle le croisa comme il passait devant le bénitier. Malgré lui, le doigt de René se plongea dans la conque de marbre. La main de l'inconnu toucha sa main. Il eut froid jusque dans le cœur. Ce fut tout. Elle sortit. René resta immobile à la même place, car il se disait « Je ne la suivrai pas ». Une voix l'avertissait, murmurant au-dedans de lui-même le nom d'Angèle et disant « C'est celle-là qui est le bonheur. C'est l'autre qui est le caprice extravagant, la fièvre, le tourment, la chute. » Pourquoi est-ce ainsi? René s'élança sur les traces de l'inconnu. Son cœur battait, sa tête brûlait. Il n'y avait personne sur le parvis encombré de masures qui séparait alors la façade de Saint-Germain-l'Auxerrois du Louvre non encore restauré. Chose singulière, et qu'il faut exprimer pourtant, René n'avait pas même vu celle qu'il poursuivait malgré lui. Il ne connaissait d'elle que la lueur de son regard et les vagues profils dessinés par les reflets descendant de l'autel. Quand leurs mains s'étaient touchées au bénitier, l'inconnu avait le visage caché derrière son voile. C'était une toute jeune femme et d'une beauté merveilleuse. Voilà ce dont il eût juré. Il n'aurait point su détailler l'impression que lui laissait son costume sévère, mais d'une élégance extrême. Elle le portait à miracle, et, tandis qu'elle s'éloignait, René avait admiré la grâce noble de sa démarche. Aime-t-on pour si peu, et quand le cœur a noué ailleurs une chaîne sérieuse et solide? René était l'honneur même. Il arrivait d'un pays où l'honneur passe avant toute chose. Son enfance s'était écoulée dans une famille simple et sévère où la passion politique seule avait accès. Encore la passion politique sommeillait-elle depuis longtemps déjà au manoir de Kervoz, situé entre Vannes et Auray. Le père de René s'était battu de son mieux, mais il avait déposé les armes franchement et sans arrière-pensée depuis que les portes de la paroisse s'étaient rouvertes au culte. Il y avait 2 sortes de chouans en Bretagne, les chouans du roi, les chouans de Dieu. Quand on rendit à ces derniers la vieille maison de granit qui bénit la naissance, le mariage et la mort, il se fit bien des vides dans les rangs de la rustique armée. Le père de René avait dit à son fils « Le passé s'en va, attendons pour juger l'avenir. » C'était un chouan de Dieu. Mais la mère de René avait un frère qui était un chouan du roi. On entendait parler de lui parfois au manoir des environs de Vannes. Il courait l'Europe, conspirant et suscitant des ennemis à ceux qui tenaient la place du roi. Son nom était célèbre. Il avait promis hautement d'engager, lui, seul et proscrit, contre le premier consul, entouré de tant de soldats, défendu par tant de gloire, une sorte de combat singulier. Tous ceux qui ont reçu l'éducation de nos collèges doivent être embarrassés quand ils deviennent les juges d'une action de ce genre. Le bon sens dit que le vrai nom d'un pareil tournoi est assassinat. Mais l'université, pendant 8 mortelles années, a pris la peine de nous enseigner de tous autres noms, latins ou grecs. Chacun se souvient des classiques admirations de son professeur pour le poignard de Brutus. En plein Sénat, messieurs, en plein Sénat, nous disait le nôtre, qui pourtant recevait de César un traitement de 1000 écus par an, ni plus ni moins.
Il ajoutait: c'était bien le vir fortis et ubicumque paratus. Le gaillard n'avait pas froid aux yeux. En plein Sénat, messieurs, en plein Sénat. Cassius, le collaborateur, avait aussi sa part d'éloges. Et l'on partait de là pour dire quelque chose d'aimable à propos de tous les citoyens qui, depuis Harmodius et Aristogiton, jusqu'aux amis de Paul Ier de Russie, engagèrent précisément ce tournoi que Georges Cadoudal proposait au premier consul. Depuis que César a fait un livre, on prétend, cependant, que le poignard de Brutus est un peu moins préconisé dans nos collèges. Mais le livre de César est tout jeune, et nous qui fûmes élevés par l'université dans le respect amoureux de l'homme et de son instrument, nous éprouvons un certain embarras à renier les admirations qui nous furent imposées. En plein Sénat, messieurs! Et applaudissez, ou gare la retenue! Un jour viendra peut-être où l'université, convertie à des sentiments moins féroces, aidera César à corriger les épreuves de son livre. Espérons que, ce jour-là, le poignard de Brutus, définitivement mis à la retraite, se rouillera dans les greniers d'académie. Ainsi soit-il. Mais je demande au ciel et à la terre ce que l'université, avant sa conversion, pouvait reprocher à l'épée de Georges Cadoudal. René de Kervoz, neveu de Cadoudal, n'était point mêlé à ces intrigues désespérées. Il suivait à Paris les cours de l'école de droit et se destinait à la profession d'avocat. Nous devons dire que son oncle lui-même l'écartait des voies dangereuses où il marchait. Une sincère affection régnait entre eux. De la conspiration dont son oncle était le chef, René connaissait ce qui était à peu près au vu et au su de tout le monde, car la police, nous l'avons dit déjà, est souvent dans la position de ces maris trompés qui seuls ignorent leur malheur. À Paris, l'affaire Cadoudal était le secret de la comédie. Tout le monde en parlait. À peine peut-on dire que la demeure du terrible Breton fut un mystère. Le mystère, et c'en est un grand assurément, gît tout entier dans le chronique aveuglement de la police. Nous avons vu de nos jours quelque chose de pareil, et les gens qui ne savent pas quelle épaisse myopie peut affecter les cent yeux d'Argus doivent croire qu'à de certaines époques la police a partagé les faiblesses de l'université à l'endroit des outils dont se sert Brutus. Cadoudal connaissait et approuvait l'amour de son neveu pour Angèle. Il s'était mis en rapport, sous un nom supposé, avec la famille adoptive de la jeune fille, et devait servir de père à René lors du mariage. Nous ajouterons qu'il avait discuté les conditions du contrat, en bon bourgeois, avec Jean-Pierre Sévérin, dit Gâteloup, le patron des maçons du marché neuf. Jean-Pierre avait pour m Morinière de l'estime et de l'amitié. Morinière était le nom d'emprunt de Georges Cadoudal. Cadoudal avait dit à son neveu: ton Angèle fera la plus délicieuse comtesse que l'on puisse voir. Moi, j'aurai la tête fêlée un jour ou l'autre, cela ne fait pas de doute. Mais, quand le roi reviendra, tu seras comte en souvenir de moi, et du diable si le neveu du vieux Georges ne sera pas aussi noble que tous les marquis de l'univers. René avait répondu: je l'aime telle qu'elle est, elle sera la femme d'un avocat, et je tâcherai de la faire heureuse. Et l'on parlait de danser à la noce. Ce Georges était à Paris comme le poisson dans l'eau, tant il comptait bien sur la somnolence de la police. Les mémoires du temps, les mémoires de la police surtout, avouent qu'il allait et venait à son aise, s'occupant de ses affaires comme vous ou moi, et menant même joyeuse vie. Comme César doit regretter parfois de n'être pas gardé par un simple caniche. En quittant l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, René de Kervoz, l'œil trouble, la poitrine serrée, regarda tout autour de lui. Ce fut le nom d'Angèle qui vint à ses lèvres, comme s'il eût cherché dans cette sainte affection un refuge contre sa folie. Il était fou déjà, il le sentait. Au coin de la rue des Prêtres Saint-Germain, une forme fuyait. René franchit d'un saut les degrés du perron et courut après elle. À l'endroit où la rue des Prêtres débouche sur la place de l'École,
une voiture élégante stationnait. La portière s'ouvrit, puis se referma. Les chevaux partirent au grand trot. René n'avait point vu la personne qui était montée dans la voiture, et pourtant il la suivit à toutes jambes. Il était sûr que la voiture contenait son inconnu. La voiture alla longtemps au trot de ses magnifiques chevaux. La sueur inondait le front de René, qui perdait haleine, sinon courage, et ne s'arrêtait point. La voiture suivit les quais jusqu'à l'hôtel de ville, puis remonta la rue Saint-Antoine, dans laquelle elle fit une courte halte. Les portières restèrent fermées, le valet de pied seulement descendit, frappa à une porte, entra, ressortit et reprit sa place en disant « Allez, le docteur viendra. » René avait profité du temps d'arrêt pour reprendre haleine et nouer sa cravate autour de ses reins. Quand la voiture repartit, il la suivit encore. Que voulait-il, cependant? Il n'aurait point su répondre à cette question. Il allait, entraîné par une force irrésistible. La voiture s'arrêta encore 2 fois, rue Culture-Sainte-Catherine et chaussée des Minimes. 2 fois le valet de pied descendit et remonta, sans avoir eu aucune communication avec l'intérieur de la voiture. En quittant la chaussée des Minimes, la voiture regagna la rue Saint-Antoine. À ce moment, l'horloge de l'église Saint-Paul sonnait 10 heures de nuit. Cette fois, la traite fut longue et véritablement rude pour René. L'équipage, lancé à pleine course, brûla le pavé de la rue Saint-Antoine, franchit la place de la Bastille et longea tout le faubourg sans ralentir sa marche. Il y avait alors un large espace vide entre les dernières maisons du faubourg Saint-Antoine et la place du Trône. La rue de la Muette n'était qu'un chemin creux, bordé de marais. La voiture s'arrêta enfin devant une habitation isolée et assez grande, située à gauche du faubourg, dans les terrains qui avoisinaient la rue de la Muette. Il n'y avait point de lumière aux fenêtres de cette habitation, à laquelle conduisait un chemin tracé à travers champs. Au-devant de la porte, de l'autre côté du chemin, un mur de marais tombait en ruine, laissant voir, par ses brèches, un champ d'arbustes fruitiers, framboisiers, groseilliers et cassis, que surmontaient quelques cerisiers de maigre venue. René était bon coureur, néanmoins, malgré ses efforts, il s'était laissé distancer à la fin par le galop des chevaux. Il vit de loin l'équipage tourner, puis faire halte. Il ne put distinguer dans la nuit ce qui se passait à la porte de la maison. Comme il arrivait au détour du chemin, la voiture, revenant sur ses pas, débouchait de nouveau dans le faubourg Saint-Antoine. Les glaces des 2 portières étaient maintenant abattues. René put glisser un regard à l'intérieur, qui lui sembla vide. Le cocher et le valet de pied restaient à leur poste. La voiture reprit le chemin qui l'avait amenée et disparut au loin dans le faubourg. René hésita. Sa raison, un instant réveillée, se révolta énergiquement contre l'absurdité de sa conduite. Il se demanda encore une fois, et avec un vif mouvement de colère contre lui-même, « Que viens-je faire ici ?» Il était d'un pays où la superstition s'obstine. L'idée naquit en lui qu'on lui avait jeté un sort. Et il se dit, résolu à clore cette triste équipée, « Je n'irai pas plus loin. » Mais ce sont éternellement les mêmes paroles. Ceux à qui on jette des sorts du genre de celui qui tenait déjà le fiancé d'Angèle font toujours le contraire de ce qu'ils disent. René tourna l'angle du chemin et marcha tout uniment vers la maison solitaire dont la lune, cachée sous les nuages, dessinait vaguement les profils. Cette maison ressemblait à une fabrique abandonnée. Il faisait froid, le vent fouettait une petite pluie fine qui rendait la terre molle et glissante. René fit le tour de la maison, qui n'avait ni jardin ni cour, et qui, à la considérer de plus près, avait l'air d'une de ces bâtisses inachevées, fruit de la spéculation indigente, qui restent à l'état de ruine avant même d'avoir abrité leur maître. Il y avait beaucoup de fenêtres. Toutes gardaient leurs contrevents fermés.
rené revint à la façade qui donnait sur le chemin. De ce côté, les fenêtres étaient closes comme partout. Devant la porte, l'herbe croissait autour du petit perron de 3 marches et jusque sur les degrés. rené regarda aux croisées. Les volets fermés ne laissaient passer aucune lueur. Il écouta. Le silence et la solitude permettaient de saisir tous les sons, même les plus faibles. Aucun bruit ne frappa ses oreilles. Il s'éloigna afin de mieux voir, car, la nuit, une lueur fugitive s'aperçoit plus aisément à distance. Il dépassa le mur qui faisait face à la maison. Rien. Et cependant, il resta, répétant en lui-même, comme un pauvre maniaque: elle m'a jeté un sort. La pluie froide pénétrait son vêtement léger. Il tremblait la fièvre. Il restait. Naguère nous étions avec une pauvre enfant transie de froid jusqu'au cœur, qui, elle aussi, attendait interrogeant la façade muette d'une maison de Paris. Mais notre Angèle, assise sur sa borne humide, devant les fenêtres du pavillon de Bretonvilliers, savait ce qu'elle voulait. Elle venait chercher son arrêt. rené ne savait pas. Il n'y avait pas en ce moment une idée, une seule, dans le vide de sa cervelle. C'était un malade que ses veines brûlaient tandis que le frisson serpentait sous sa peau. Il s'assit dans l'herbe mouillée parmi les buissons qui le cachaient. La lune, dégagée de ses voiles, éclairait vivement la campagne. Au loin le vent nocturne apporta les 12 coups de minuit frappés au clocher de l'église Sainte-Marguerite. En ce moment une étrange harmonie sembla sortir de terre. C'était un de ces chants graves et régulièrement cadencés qui font reconnaître en toutes les parties du globe les émigrés de la patrie allemande. rené sortit du demi-sommeil qui engourdissait son corps et son intelligence. Il écouta, croyant rêver. Comme il quittait sa retraite pour se rapprocher de la maison et prêter l'oreille de plus près, un bruit de voiture arrivait du faubourg Saint-Antoine. Il se tapit de nouveau dans les buissons. La voiture s'arrêta au coude du chemin. Un homme en descendit et vint frapper à la porte de la maison isolée. « Qui êtes-vous » demanda-t-on à l'intérieur, et en latin. Le nouveau venu répondit en latin également. « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je suis frère de la vertu. » Et la porte s'ouvrit. Fin du chapitre 6. Enregistré par Nadine Ekerd-Boulet à Copenhague en février 2011.